Le professeur John Shedd et moi-même sommes heureux d'accueillir au Collège de France le professeur Pier Giovanni Guzzo pour une série de 4 conférences sur la colonisation grecque en Italie du Sud. Sur ce même thème, Piero Guzzo prend le relais de conférences prononcées par Ettore Lepore en 1982 en l'invitation de Jean-Pierre Vernant et de celles données par le professeur Emanuele Greco, directeur de l'école italienne d'archéologie d'Athènes, l'année dernière. Nous le remercions de venir faire ici le point des recherches les plus récentes et de donner son propre point de vue sur un sujet, la colonisation grecque, qui est à l'origine de la civilisation occidentale. Comment les Grecs venus de Méditerranée orientale, affamés de terre, à cultiver, se sont-ils implantés dans ces riches régions d'Italie méridionale à partir de la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ? Comment ont-ils organisé leurs premiers établissements? Comment ont-ils géré leur rapport avec les populations qui étaient déjà implantées sur place? Voici quelques-unes des questions auxquelles Piero Guzzo va apporter des réponses personnelles éclairées par une longue carrière d'archéologue et d'administrateur de l'archéologie. En fait, pour notre orateur d'aujourd'hui, tout commence à Sybaris et se clôt à Pompéi. Il a en effet passé les 11 premières années d'archéologue à fouiller la cité grecque de Sybaris-Tourioi, recherche dont il a assuré la publication dans 2 volumes parus en 1972 et 1974 et par une série d'articles. Le cercle se clôt avec Pompéi car il a assumé les fonctions de surintendant de l'archéologie de ce site phare de la connaissance de l'Antiquité entre 1994 et 2010, cumulant les dernières années la direction de l'archéologie de Pompéi et de la province de Naples. Entre-temps, ses fonctions de surintendant l'avaient amené à diriger l'archéologie des Pouilles à Tarente en 1986, puis celle de l'Émilie-Romagne à Bologne. Il est heureux et remarquable que ces hautes fonctions administratives, avec leur pesanteur toujours aggravée au fil des prétendues simplifications successives promises par le pouvoir politique, il est donc heureux que ces hautes fonctions administratives aient laissé intacte la fibre de la recherche. Elle s'est traduite, au prix certainement de longues veilles, par une véritable œuvre qui s'est manifestée par l'organisation de nombreux colloques et expositions, ainsi que par plusieurs centaines de publications scientifiques, dont une quarantaine de livres. Je cite seulement 4 de ces ouvrages pour montrer l'étendue des centres d'intérêt et des compétences de notre orateur d'aujourd'hui. En 1993, par exemple, il a écrit un ouvrage sur l'orfèvrerie antique de l'Italie du Sud, intitulé Oreficerie della Magna Grecia, ornamenti in oro e in argento dell'Italia meridionale tra l'VIII et il I secolo a.C. En fait, c'est tout un filon de recherche qui était né de la découverte d'un ornement particulier dans les fouilles de Sybaris, qu'il a conservé toute sa vie durant comme une spécialité privée, si j'ose dire. Sur Pompéi, il est l'auteur de plusieurs livres, dont un sur la prostitution, Ex corpore lucrum facere, la prostitution dell'antica Pompei, paru en 2009, et en 2011, un autre sur son expérience de surintendant, Pompei tra la polvere degli schiavi, essere soprintendenze a Pompei, memorie umane e professionali. Plus enseignement, en 1989, il avait écrit une synthèse sur le peuple des Brettii, Storia e archeologia della Calabria pré-romana, qui marque son intérêt pour les peuples italiques au contact des colons grecs. Et nous verrons que c'est un thème qu'il abordera ici même. Et pour finir, citons un livre paru en 2011 sur la colonisation grecque intitulé Fondazione Grecche l'Italia meridionale e la Sicilia. Et c'est à partir des recherches qui ont abouti à cet ouvrage qu'il tire les synthèses qu'il nous présente au cours de ce mois de novembre, en commençant par Pithecus et Cume aujourd'hui, continuant la semaine prochaine par la Sicile, puis il viendra à Sybaris et il finira par Pompéi, une cité qu'il abordera non par le côté bien connu du public, celui de la ville romaine ensevelie en 79,
mais au contraire par sa fondation et par ses premiers développements. Nous allons donc l'écouter pour sa première conférence, mais auparavant, il me revient de procéder à une petite cérémonie chaque fois que nous avons un prestigieux professeur invité. Le Collège de France lui remet une médaille commémorative au nom de Guillaume Budet que j'ai le plaisir de lui offrir. Grazie. Merci à John Scheid et à Jean-Pierre Brand de cette invitation qui me fait l'honneur. Et j'espère d'être capable de le remercier dans les faits. Et au Collège de France pour cette médaille, qui sera un très bon souvenir de mes années. Je voudrais d'abord donner un aperçu des connaissances historiques et archéologiques sur l'implantation grecque en Italie méridionale et en Sicile orientale, en insistant sur certains épisodes que je considère être parmi les plus importants du développement des établissements grecs. Ces établissements se sont développés progressivement selon une dialectique continue. Ils ont été fondés par des Grecs d'origine variée et ont abouti à une fusion incluant des populations indigènes, elles aussi composées d'éléments disparates. Les 3 premières conférences concerneront les colonies grecques qui ont ouvert la voie aux fondations postérieures dans les principales zones de colonisation des Grecs en Italie du Sud et en Sicile orientale. Le 4e, en revanche, se concentrera sur une agglomération, Pompéi, qui fut italique depuis ses origines, mais qui était située dans une zone dont le développement économique a été conditionné par la proximité des colonies grecques, comme Pittacus d'abord, puis plus tard comme Cume et Néapolis, aujourd'hui Naples, et aussi par le voisinage de la ville étrusque de Capoue. Pour traiter notre premier sujet, nous disposons de sources historiques qui donnent des informations pas toujours compatibles les unes avec les autres, mais que nous devons décoder en reconstruisant l'historiographie grecque. Strabon définit Cume, fondation d'Hippoclès de Cume et Mégasthène de Chalcis, comme la plus ancienne ville de Sicile et du sud de l'Italie. Mais Tite-Live dit que les Chalcidiens, qui avaient fait voile vers le golfe de Naples avec une puissante flotte, s'étaient d'abord établis dans les îles du Golfe, car ils n'osaient pas affronter les indigènes qui peuplaient le continent. Ce serait dans un second temps que in continentem ausi sedes transferre. Je prononce le latin à l'italienne, excusez-moi, je ne connais autre moyen de le prononcer. La critique moderne attribue une grande autorité à Tite-Live, dans la mesure où les notices concernant Cume est incluse dans un passage consacré à Naples. On en a donc déduit que les antiquaires napolitaines avaient transmis le souvenir des plus anciennes vicissitudes de la fondation de leur mère patrie, qui c'était Cume. Parlant de Pittacus, sur l'île d'Ischia, Strabon indique qu'elle était peuplée de colons venus d'Érythrée et de Chalcis, alors que la fondation de Cume était composée uniquement de colons venus de Chalcis, associés à des Cumènes. Or, nous savons par Thucydide que dans le passé, dit-il, il y a eu une guerre entre Chalcis et Érythrée, à laquelle participèrent d'autres cités autant de Grèce propre que de Grèce de l'Est. Même si nous ne pouvons pas en définir précisément la chronologie,
Cette guerre intervint forcément entre la fondation de Pittacus, effectuée conjointement par des envoyés des deux cités, et celle de Cumes, où seul le Chalcidien était représenté. De plus, nous savons que les Chalcidiens s'associèrent à des Coumènes originaires de Cumes d'Éolie, de la Turquie d'aujourd'hui, de l'Asie mineure, qui donnèrent leur nom à la nouvelle cité. Il faut toutefois rappeler que Denis d'Halicarnasse indique que Cumes fut fondé par Chalcis et Érétrie. On a expliqué cette discordance par le fait que Denis aurait attribué à Cumes ce qu'on savait de l'histoire de Pittacus, parce que Cumes était alors, à l'époque de Denis, que c'était le 1er siècle avant Jésus-Christ, bien plus célèbre que Pittacus, devenu à cette époque un petit village. D'un point de vue archéologique, nos connaissances actuelles semblent indiquer une antériorité chronologique à l'établissement de Pittacus par rapport à celui de Cumes. L'île d'Ischia fait partie de l'archipel phlégrée. Elle est dominée par les monts Épomée, un volcan aujourd'hui éteint, mais toujours actif, comme le démontrent ces manifestations sismiques. Au cours de la phase correspondant au premier établissement grec, l'activité du volcan était probablement intermittente. Strabon rapporte en effet qu'une éruption accompagnée d'un tsunami contraint les habitants à quitter l'île. D'après le contexte du passage, on déduit que cet événement eut lieu durant la haute période archaïque. Comme autre cause de l'abandon de l'île, Strabon mentionne aussi une stasis, c'est-à-dire une révolution. On a proposé que les troubles civils en question auraient découlé de la guerre sous-mentionnée entre Chalcis et Érétrie, les deux communautés politiques qui se partageaient jusqu'alors l'établissement comme elles l'avaient fait au moment de son peuplement originel. L'île a été habitée depuis l'âge du bronze par des groupes de peuples autochtones qui occupaient les collines le long de la côte, comme Castiglione di Casamicciola et Sant'Alessandro d'Ischia. Sur la colline de Monte di Vico di Lacco Ameno, la fouille d'un dépotoir a livré une grande quantité de matériel, parmi lesquels ont été identifiés des fragments de récipients en céramique de géométrique moyenne, 2, de fabrication corinthienne, mais aucun mobilier de fabrication indigène qui est, au contraire, présent dans les autres sites mentionnés. Compte tenu du fait que la vaste nécropole de San Montano, qui s'étend au pied de Monte di Vico, est incontestablement formée de sépultures de porteurs de culture grecque, on a déduit que l'occupation grecque la plus ancienne de l'île advint pendant la géométrie moyenne, au cours de la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Cet établissement serait situé au sommet de Monte di Vico. Cependant, il convient de noter que jusqu'à présent, les plus anciennes sépultures connues ne remontent pas au-delà de la fin du géométrique premier. Vous voyez le rapport entre l'habitat, Monte di Vico, et la zone de la nécropole aujourd'hui connue, ce sont ces tranchées noires. Au-delà de la fin du géométrique 1, c'est-à-dire peu après le milieu du 8e siècle, laissant ainsi un hiatus entre les deux séries archéologiques. C'est aussi que lieu dit Pastola, c'est ici, plus à l'est, ont été trouvés 2 fragments de Schifo et du géométrique moyenne 2, malheureusement hors contexte stratigraphique. Les fragments de géométrique moyenne de Monte di Vico et di Pastola sont contemporains des couples psychédéliques déposés dans certains tombes indigènes de Cumes.
N'oublions pas non plus des découvertes similaires faites dans la nécropole de Ponte Cagnano et dans celle d'Étrurie méridionale. À cela, il faut ajouter un graffito gravé sur un récipient en céramique modelée locale, trouvé dans la tombe 482 de la nécropole de l'Osteria dell'Osa, située entre Rome et Tivoli. Or, ce graffito est inscrit en alphabet EBN. Ces découvertes montrent que déjà au cours de cette phase chronologique, des marins grecs parcouraient les eaux de la mer Tyrrhénienne centrale, échangeant des produits avec les Italiques autochtones et avec les Étrusques de la période villanovienne. À la différence de Cume, de Ponte Cagnano et des sites étrusques, les vases de Monte di Vico et de Pastola sont privés de contexte stratigraphique. Il n'est donc pas possible de définir leur appartenance culturelle avant qu'ils aient été hors d'usage et jetés. Et c'est que ce sont les vestiges du plus ancien établissement grec ou bien de simples témoins d'échanges entre Grecs et indigènes. Comme il arrive dans de tels cas, les savants modernes sont divisés. Au prix d'un élargissement de la zone d'enquête, il est bon de rappeler brièvement que le mobilier céramique de la période géométrique moyenne est attesté dans l'agglomération de Huelva, dans le sud de l'Espagne, et dans le village de Nuraghe de Sant'Imbenia, situé sur la côte ouest de l'île de Sardaigne. À ce contexte archéologique, ajoutons les données historiques. Le périple attribué à Scylax rapporte qu'il y avait une Pithekus sur la côte libyenne, à l'ouest d'Utique, ainsi que d'autres toponymes sur la même côte d'origine eubéenne. Il résulte de cette information à contextualiser selon leur propre nature documentaire que les Phéniciens et les Eubéennes, parce qu'il ne semble pas possible de distinguer alors entre Chalcis et Érythrée, les Phéniciens et les Eubéennes s'engageaient, au moins dans la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, dans des voyages allant jusqu'à la côte ibérique. De tels voyages étaient facilités par des escales intermédiaires. Compte tenu des courants marines et des vents, les retours ne pouvaient se faire comme à l'aller en cabotant les longues côtes nord de l'Afrique, mais il fallait suivre les routes qui reliaient l'Espagne aux îles Baléares, et puis à la Sardaigne, et de là à la Libye ou à la côte sud de la Sicile. Les populations sardes contrôlaient les navigations dans les bassins centraux de la mer Tyrrhénienne, comme l'indiquent plusieurs découvertes datables du 8e siècle avant Jésus-Christ, non seulement en Étrurie minière, mais aussi plus au sud, à Vulci, à Lipari, à Ponte Cagnano. Vous voyez ici un petit modèle de navire sarde qui vient d'une nécropole dans ce lieu dit Montevetrano, près de Ponte Cagnano, et à Cume même. Il est très probable que c'est dans le cadre de ces explorations que les Eubéens ont fréquenté Ischia et apprécié les possibilités qu'offrait cette île du point de vue des échanges avec l'arrière-pays fertile de la Campanie et avec les dynamiques sociétés étrusques. Il apparaît donc hors de propos, au moins dans l'état actuel des connaissances, de définir de manière tranchée si les fragments de géométrique moyenne de Monte di Vico et de Pastola indiquent un premier établissement grec ou le début des échanges commerciaux entre les Grecs et les indigènes. Il est établi qu'après la phase des échanges entre la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ et le milieu de ce siècle, ou peu après, un établissement fixe fut établi, ce que prouve sans contexte la nécropole de San Montano. C'est de la forme et de la structure de cette nécropole que nous tirons nos connaissances sur l'établissement créé par Érythrée et Chalcis. Celui-ci
pour autant qu'on en sache aujourd'hui par l'archéologie, est la plus ancienne fondation grecque dans le sud de l'Italie. De l'habitat correspondant à la nécropole, nous ne connaissons rien du fait de l'érosion qui a fait disparaître les couches d'une occupation qui devait être peu dense au sommet des monts di Vico. La nécropole, au contraire située au pied de la colline dans la baie de San Montano, qui s'ouvre à l'ouest, forma l'un des deux ports de la colonie. La nécropole s'est progressivement constituée de nombreuses sépultures distinctes correspondant à des familles différentes. Par la suite, on subdivisa la nécropole en fonction des familles. Les premiers types de tombes sont d'une part des incinérations secondaires sous tumulus, réservées aux individus adultes, hommes et femmes, et d'autre part, les inhumations en fosse contenant un mobilier funéraire ou non. Dans le premier cas, il s'agit d'adolescents, dans les cas où il y a des mobiliers funéraires dans les fosses, il s'agit d'adolescents enterrés dans des cercueils de bois. Dans le second cas, les corps ne sont pas mis dans des cercueils, mais sont blottis selon un rite indigène. En conséquence, ces tombes sont interprétées comme celles d'esclaves. Enfin, on trouve aussi des inhumations dans des vases de céramique destinés aux enfants. La stratigraphie horizontale peut être schématisée ainsi. Les cendres des plus vieux défunts d'un génos, d'une famille, sont apportées depuis les bouchers jusqu'au lot qui est attribué à la famille. On élève au-dessus un tumulus entouré à la base d'un cercle de pierre et contenant le mobilier funéraire. Autour de ce tumulus le plus ancien, on creuse des fosses pour ceux qui font partie du même génos, mais dont la position sociale est subalterne, et aussi les tombes des nourrissons placés dans des conteneurs en céramique. Ce premier monticule est partiellement érodé par les tempes et ensuite recouvert par des constructions ultérieures d'un autre tombeau, également à tumulus appartenant à une génération postérieure d'un membre du même génos, et ainsi de suite. Vous voyez comme l'un tumulus va au-dessus des autres. Grâce à la fouille minutieuse effectuée par les années 1950 par Giorgio Buchner, on dispose d'un grand nombre de données. À partir de celles-ci, on a pu reconstruire récemment la stratigraphie horizontale et verticale de la partie de la nécropole publiée à ce jour. Mais il s'agit de 10% de l'ensemble environ. Il s'ensuit que nos connaissances, quelque détaillées qu'elles soient, ne couvrent qu'un pourcentage minime du total. Par conséquent, il faut rester prudent dans l'interprétation que nous faisons de cette nécropole, et c'est d'autant plus que, comme nous l'avons vu, nous ne connaissons pas l'habitat, si ce n'est qu'un petit secteur mis au jour au lieu de Mazzola. À cet emplacement, des vestiges d'activités métallurgiques ont été découvertes, comme l'attestent de grandes quantités de minerais de fer et de lithium, y compris de l'hématite de l'île d'Elba. À Pastola, on l'on a mis au jour un dépôt votif datant de l'époque archaïque. On a supposé que l'on rendait un culte à une divinité patronnant le changement de classe d'âge. On tire peu de choses de ces vestiges sur la structure de la société de Pithekus à l'époque archaïque, mais on obtient un aperçu sur la production artisanale. À ce propos, le lien établi entre Calcis et le travail du fer montre des relations avec les truries minières. En revanche,
La nécropole indique que la société est strictement structurée par les gaines qui la composent et qui ont constitué les éléments d'une dynamique de compétition interne de la société. Cette structuration par gaines, bien perceptible dans l'organisation de la nécropole par l'eau conservée pendant plusieurs générations, n'empêche pas la présence de personnes étrangères à Pithekus, notamment d'origine lévantine. Des vases céramiques, mais aussi des ornements, dont certains informent sous la superstructure sociale telle que le scarabée, pardon, le scarabée, vous voyez ici, et les pendentifs scaraboïdes en argent, comme celle-ci, sont fabriqués en Orient. Des amphores produites à Pithekus ont été trouvées dans les couches profondes, quoique remaniées, de Carthage. Ces données confirment l'insertion de Pithekus dans un réseau d'échanges et de relations qui s'étend à travers toute la Méditerranée centre-occidentale, sans oublier la découverte d'une fibule, quoique fragmentaire comme vous voyez, dit à double ressort, typiquement ibérique, découverte dans le remplissage d'une fosse de la nécropole de Saint-Montan. Des individus originaires de diverses régions de l'Italie centrale et méridionale se côtoyaient dans la société de Pithekus, comme nous l'apprennent certaines tombes. Pour l'Italie centrale, on rappellera l'existence d'une amphore à double spirale, gravé à double spirale gravée, typique de l'Étrurie méridionale. Par ailleurs, un graphite, un grec gravé après cuisson sur une écuelle de la fin du 8e siècle avant, indique quelle était la propriété d'Ame. On lit Ames Emi, je suis d'Ames, qui était une jeune femme enterrée sans bijoux d'argent. Son nom rappelle le gentilice étrusque de Campanie, d'où vient le nom de la localité Aminaia, attestée au sud de Salerne, dans le Ager Picentinus. La documentation concernant le sud de l'Italie est beaucoup plus abondante. Les fibules trouvées dans les sépultures des femmes et de leurs nourrissons appartiennent à un type connu dans les cultures indigènes de la Campanie interne, de la région des Aurunques, de la région nord de la Calabre, de l'Irpinia et de la Donie. De cette dernière région proviennent également des récipients en céramique. Une fibule à arc serpentin d'un type du nord de Calabre faisait partie de la sépulture, c'est la tombe 678, d'un homme associé à un ensemble d'outils pour le travail du bois. Quoiqu'isolées, les fibules de la Grèce de l'Est sont aussi particulièrement significatives pour notre propos en rapport aux liaisons de Pithekus avec l'entière Méditerranée. Il ressort de cette liste sommaire que je viens de dresser que la société de Pithekus était hétérogène au cours des premières générations. Les individus non helléniques sont, dans la quasi-totalité des cas, des personnes de sexe féminin. Cette constatation nous amène à reconsidérer les dossiers déjà assez fournis sur les mariages mixtes. Il est bien connu que les jugements des modernes sur ces sujets sont contrastés. La pratique du mariage mixte est acceptée ou non dans le cadre d'interprétations plus larges de la nature, de la structure, de la signification et de la portée historique et culturelle du phénomène auquel nous donnons le nom de colonisation. Rappelons toutefois que les colonies de la période moderne sont très différentes des fondations archaïques grecques au-delà des mers, en particulier du point de vue de la géopolitique. En fait, le vocabulaire grec connaît à la fois
les mots ktisis, qui signifie fondation, et le mot apoikia, littéralement séparation de la maison. Puis, en second temps, voyage loin de sa patrie, où est la maison originaire. Aussi bien les signifiants que les signifiés sont très différents du concept de cultiver typique des colonies romaines. Tout provient, tous les signifiants, avec le sens similaire des langages contemporains. Mais fermons cette parenthèse pour nous tourner vers les données apportées par la nécropole de Pithekus. Tant en ce qui concerne le type de fibule, la répartition des sexes et des groupes d'âge, il semble très difficile, voire impossible, de nier qu'un pourcentage élevé des femmes enterrées au cours des 2 premières générations de San Montano étaient d'origine autochtone, originaires des différentes régions d'Italie. Que la caractérisation de la culture matérielle s'y dilue au fil du temps implique une autre conséquence. La culture matérielle grecque s'est progressivement imposée, modelant la culture matérielle de toutes les sociétés de l'Italie méridionale. Ces sociétés étaient nées d'expéditions composées, la plupart du temps, par des individus mâles venus de Grèce propre. Au fil du temps, grâce aux unions avec des femmes autochtones et à leur apprentissage des pratiques locales, comme le montre la présence d'un charpentier calabré à Pithekus, leur propre culture a divergé à la fois de la culture hellénique proprement dite et des cultures autochtones. Du fait de la dynamique de ces transformations, tout autant que de l'adaptation et du mélange, il est nécessaire de réfléchir à la catégorie ambiguë de l'origine ethnique. Celle-ci ne sera établie et fixée une fois pour toutes que sur le plan idéologique. Des faits, dans l'histoire, nous assistons à des hybridisations continues. À l'intérieur de la société pithecusienne, nous pouvons déceler des strates, par exemple en fonction du nombre d'objets disposés dans les tombes ou de la présence ou non d'ornements d'argent tels que pendentifs, fibules, bagues, diadèmes. Vous voyez 2 exemples de diadèmes en argent, et nous en bas. Présents dans les sépultures de femmes et d'enfants. À ce jour, il manque à Pithekus les incinérations déposées dans des lébetes de bronze emblématiques des tombes d'Érythrée et d'Écume, que nous parlerons tout de suite. Cette lacune a induit quelques savants modernes à supposer que l'île n'avait pas connu une société stratifiée et que, par conséquent, Pithekus ne pouvait pas être considéré comme une cité, au sens strict du terme, comme une polis. Toutefois, nous venons juste de rappeler, premièrement, que les différences de richesse sont évidentes lorsqu'on examine la composition des mobiliers funéraires. Deuxièmement, que la société était structurée en gène, c'est-à-dire en famille. Nous avons vu dans la nécropole la séparation spatiale. Troisièmement, qu'il existait des productions spécialisées, comme le montre la découverte des ateliers métallurgiques de Mazzola et la tombe du charpentier calabré. Des découvertes récentes ont également montré que l'agglomération exploitait une cora, c'est-à-dire la campagne, à la fois à des fins de production agricole et à d'autres fins. C'est ce qui peut être déduit des résultats de la fouille d'une ferme mise au jour à Punta Chiarito. C'est le numéro 9 ici. Monte di Vico, c'est ici. À l'extrémité ouest de l'île, une première ferme a été ensevelie par une éruption à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Au-dessus de ces ruines, vous voyez ici une stratigraphie de la fouille, une autre ferme a été construite et occupée au cours du 7e, début du 6e siècle.
Au cours de ces deux phases, la terre était cultivée en céréales, en vignes et peut-être aussi en olivier. Sont attestées également des activités d'élevage et peut-être des traitements de cuivre, pêche et chasse, compléter les ressources alimentaires. La fertilité du sol d'Ischia est soulignée par Strabon comme l'une des causes de sa prospérité à côté des activités liées au travail de l'or. Dans les variantes des manuscrits de Strabon, on trouve soit Cruseia, soit Crusia. Le premier nom signifie mine d'or, le second ornement en or. Or, il n'y a pas de mine d'or à Ischia, de sorte que le sens serait plutôt lié à la fabrication des bijoux, c'est-à-dire Crusia. Giorgio Buchner a soutenu qu'il y avait des ateliers d'orfèvres sur l'île, mais les données archéologiques montrent que les deux classes d'ornements précieux connues à ce jour sont en argent. La première classe est constituée de simples ornements tels que des bagues, fils, fibules de type local. La seconde classe comprend des diadèmes, nous l'avons vu avant, ornés en relief, et des incrustations de scarabées inspirées des modèles orientaux, sinon importés. Ces objets, avec d'autres plus complexes, mais toujours d'inspiration orientale, sont également connus en Étrurie, où des Pitacousins ont probablement échangé avec grand profit ces bijoux créés par des orfèvres orientaux ainsi que d'autres produits. À côté de ces commerces à longue distance, les contacts préférentiels des Pitacousins s'établissaient avec les habitants du golfe de Naples. Des vases fabriqués à Ischia ont été trouvés dans des sites italiques du géométrique tardif 2 de la vallée du Sarno, dans l'arrière-pays de la future Pompéi. Ils sont aussi répandus dans le nord de la Campanie, probablement à partir de Cumes, où, comme je l'ai déjà mentionné, une communauté indigène vivait depuis des siècles. Cette communauté est surtout connue par sa nécropole, divisée en plusieurs groupes de tombes, dont un a été étudié par les fouilles récentes menées par le Centre Jean-Bérard de Naples, à l'époque dirigé par M. Jean-Pierre Brun. De l'habitat, on ne sait pratiquement rien, de l'habitat indigène. On ne sait pratiquement rien car on ne connaît que des vases trouvés dans les remplissages de la terrasse d'un temple archaïque de l'acropole de Cumes. Mais de la même manière que les tombes ne sont pas toutes situées au même endroit, l'habitat protohistorique peut avoir été composé de plusieurs groupes de maisons. Sur la durée d'occupation et sur la succession chronologique, toutes les hypothèses sont ouvertes. La céramique indigène, ceci c'est une des tombes de l'âge de fer récemment découverte, et ceci, c'est ce qu'il semble aujourd'hui, les plus récents dessins de céramique indigène locale de la seconde moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais comme les matériels trouvés est toujours privé de contexte stratigraphique, on ne doit pas en déduire automatiquement la disparition de la communauté autochtone. Et plus encore, on inférerait l'implantation d'une fondation grecque. Le même raisonnement s'applique à la documentation funéraire. La découverte des fragments de céramique à la fois helléniques et de production pithécoussaine, elle aussi sans contexte stratigraphique, car trouvée dans le remplissage des murs de défense archaïques de Cumes, n'est en rien un argument prouvant la fondation de la cité grecque. Ecco, vous voyez des tessons trouvés dans le remplissage de remparts du début du VIe siècle avant Jésus-Christ, mais le remplissage n'a pas de stratigraphie et nous ne pouvons pas situer bien ces fragments dans l'histoire de la fréquentation du site de Cumes.
À Qum, comme je l'ai dit plus haut, on trouve des importations grecques depuis la première moitié du 8e siècle avant Jésus-Christ, plus ou moins en phase avec le début de l'établissement grec d'Épithécus. Ce sont ces vases que nous avons vus aussi en parlant d'Épithécus. Et de toute façon, depuis le début des échanges entre les marins grecs et les communautés autochtones de l'île, selon les deux hypothèses que j'ai évoquées ci-dessus, il est d'autant plus significatif que les plus anciens des fragments trouvés dans les remplissages des remparts, et c'est le seul de cette phase, remontent à la période de transition entre le géométrique moyen 2 et le géométrique tardif 1, tandis que tous les autres, pour un total d'environ 50 pièces jusqu'à aujourd'hui, sont attribuables au géométrique tardif 2, phase du grand développement de Pittacus. Les fouilles archéologiques menées récemment par l'Université Federico II et par l'Université orientale de Naples dans la zone qui, plus tard, sera occupée par les forums et dans un secteur qui s'étend entre les forums et les remparts nord de la ville. Ici, c'est les forums et la fouille, c'était plus au nord. Et nord de la cité, ont mis au jour des vestiges d'édifices construits en mur rectiligne formé d'un socle de pierre et d'une élévation de briques crues, tandis que la couverture était faite de chaume. La position stratigraphique des sols interbattus indate la construction de la seconde moitié du 8e siècle au sens large. De céramiques un peu plus anciens ont aussi été mises au jour. Il s'agit de mobiliers résiduels trouvés dans des niveaux de remplissage. On a proposé qu'ils proviennent de mobilier funéraire de tombes indigènes détruites par la construction. Par les constructions que nous avons vues avec ces murs rectilignes. En fait, sous les bâtiments de haut archaïsme situés sur la côté sud de la future place du Forum, on était découvert des sépultures indigènes de l'âge du fer, soit intactes, soit bouleversées. Les découvertes de ces tombes, outre qu'elles confirment un modèle d'habitat indigène, un noyau dispersé, nous indiquent comment les objets qui composaient les mobiliers funéraires peuvent avoir été inclus dans les terres de décharge ou de remblai dans le cadre d'activités beaucoup plus récentes. Dans la zone au sud du Forum, nous en avons les preuves archéologiques. Pour l'autre groupe de trouvailles similaires, et aussi pour celui déjà mentionné du remplissage des remparts, on ne peut certifier la provenance exacte de ces mobiliers, mais l'hypothèse de la fonction d'origine comme élément de mobilier funéraire indigène est légitime. Parce que nous avons vu que dans les mobiliers indigènes, il y a, outre la céramique indigène, aussi des vases de fabrication grecque. L'hypothèse opposée voudrait que ces mobiliers proviennent de la vaisselle utilisée par les Grecs dans leur habitation, juste après qu'ils aillent débarquer pour fonder leur nouvelle cité. Ces maisons seront alors identifiées avec les vestiges de construction mentionnés ci-dessus, c'est-à-dire celles-ci. Il faut toutefois noter que dans les couches d'utilisation et des sols de ces bâtiments, les pourcentages des fragments de céramique modélés indigènes est particulièrement élevé et que des trous de poteaux percent certains sols interbattus, ce qui implique l'utilisation de techniques mixtes de construction. Enfin, ces bâtiments sont situés dans un endroit qui n'est protégé ni par la conformation du terrain, car il se trouve dans la plaine qui s'étend à l'est de l'acropole, ni par un rempart, car ils sont beaucoup plus anciens que la première trace des murailles de défense, par la suite monumentalisées à l'époque archaïque. Pourtant, équiper une nouvelle fondation de murs de défense est l'une des responsabilités majeures des essistes fondateurs d'une colonie, comme il est clairement écrit dans les fragments 43 Pfeffer de Callimaque. Pour préciser la date de fondation de la cité créée par les Chalcidiens et les Cumains dirigés par Hippoclès et Mégasthène,
il faut prendre en considération un autre ensemble archéologique. Je veux parler de la tombe à incinération, qui est celle-ci, dans la coupe, et celle-ci, dans le plan. La tombe à incinération, connue sous le nom de tombe Artiaco 104, Artiaco, c'était le nom du propriétaire du terrain agricole dans lequel elle a été trouvée en 1902. Et bien sûr, 104, c'est le numéro de série de la découverte. Voici ce qu'en dit la publication. Guillemets. La tombe est composée d'un caisson rectangulaire de tuf long à l'intérieur de 1,30 m, large de 0,75 m, haut un moyen de 0,35 cm, avec une épaisseur des parois d'environ 0,15 cm. Le couvercle est formé de 2 blocs rectangulaires de tuf, mais beaucoup plus épais, c'est-à-dire une épaisseur supérieure à celle des parois des caissons, posés l'un à côté de l'autre. Dans le centre du caisson se trouvait un évidement circulaire au fond duquel était placé un grand bassin de bronze. À l'intérieur de ce fin de la citation. À l'intérieur de ce bassin se trouvait un second dans lequel étaient déposés les cendres du défunt mélangés avec le reste des bijoux personnels. Les bassins étaient couverts par un bouclier en bronze portant un décor géométrique en relief et un tissu de lin, peut-être à l'origine teinte en pourpre. L'intérieur du caisson contenait d'autres bijoux et des vases d'argent pour les banquets. Ces objets étaient partiellement fondus en raison de leur exposition au boucher. Les caissons avaient été placés dans une fosse plus large que lui, creusée dans les sols vierges. L'espace entre la paroi de la fosse et les caissons avait été rempli avec la terre du bûcher et avec d'autres objets placés à l'extérieur des grands côtés du caisson. Sur le côté nord était déposé un support en bronze et 2 lebètes de bronze. Sur le côté sud fut découverte un ensemble d'armes en fer concrétionné, au milieu desquelles se trouvaient 2 morts de cheval, une fibule de bronze et une amphore de fabrication antique de type SOS. En outre, grâce à la publication immédiate de cette découverte exceptionnelle, qui a eu lieu un an seulement après la découverte, la discussion sur la tombe a été immédiatement lancée et elle a continué, pourrait-on dire, jusqu'à aujourd'hui. La composition du mobilier comprend des productions de diverses origines, comme les boucliers en bronze et les fermoirs à peigne et barrettes de provenance étrusque, à peigne barrette ici, de provenance étrusque, comme la vassaille en argent venant du Levant, comme les supports en bronze, peut-être d'origine mésopotamienne, probablement arrivés à Cumes par une série d'échanges successifs, comme l'amphore grecque SOS importée d'Attique. En revanche, les fibules en argent et électrum sont probablement de fabrication locale. Il s'avère par conséquent que ce mobilier funéraire appartient à une phase culturelle appelée orientalisant ancienne. Grâce à la forme de l'amphore attique, destinée à conserver le vin qui était consommé dans les vases d'argent lors du banquet, on peut dater la tombe des 2 dernières décennies du 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais qui étaient les guerriers qui furent enterrés là? Les hypothèses émises par les savants modernes se répartissent entre une minorité qui les voit comme une étrusque et la majorité qui fait de cette tombe une des sépultures les plus anciennes de la Cume grecque à peine fondée. Dans cette majorité, une variante est représentée par ceux qui interprètent la tombe Artiaco 104
comme le signe d'une manifestation exubérante des nouveaux arrivants libérés des contraintes traditionnelles qui régnaient dans leur mère patrie. Leur interprétation se fonde en partie sur les découvertes faites dans la nécropole de Ponte Cagnano, où l'on a mis au jour 2 tombes très similaires, bien que plus récentes d'un quart de siècle à peu près, à la tombe Artiaco 104. Le dépôt rituel de la tombe Artiaco a été comparé à celui livré par les sépultures à puits connues à Érythrée, sous les rangs de la porte occidentale. Toutefois, c'est proprement la comparaison avec ces rites sépulcrales d'Érythrée qui met en évidence la difficulté, sinon l'impossibilité, de considérer les défunts de la tombe Artiaco 104 comme étrusques ou grecs. Les différences d'agencement entre les sépultures à puits d'Érythrée et celles de Ponte Cagnano et de Coum sont évidentes. Ne serait-ce que pour le fait que le bassin contenant les cendres du défunt est placé à Érythrée dans une fosse. Vous voyez ici la coupe du bassin en bronze dans les puits, dans une fosse sans objet d'accompagnement, alors qu'à Cume et à Ponte Cagnano, le bassin avec les restes incinérés est placé à l'intérieur d'un caisson à l'intérieur et à l'extérieur duquel sont déposés d'autres objets. À Cume, la différenciation des fonctions entre ornements et objets personnels et instruments et armes est évidente dans la disposition respectivement à l'intérieur et à l'extérieur du caisson. À Ponte Cagnano, les objets sont aussi répartis en 2 endroits, mais à l'intérieur même du caisson, étant bien distincts et indépendants l'un de l'autre. On note donc des différences et des similitudes qui tendent à distinguer la tombe Artiaco 104 des tombes d'Érythrée pour la rapprocher plutôt à celle certainement indigène de Ponte Cagnano. En outre, un problème d'ordre chronologique se pose. À Cume, on connaît des tombes à incinération d'hommes et de femmes qui l'on nomme a dado, c'est-à-dire en forme de dé. Ce sont de gros blocs cubiques de tuf au centre desquels on se trouve évidemment en forme de demi-sphère qui reçoit un bassin contenant les eaux brûlées et des objets de parure. Ces sépultures sont généralement considérées comme celles des premiers habitants grecs de la nouvelle colonie, car elles se rapprochent par leur simplicité, comme ça on a préféré dire, des tombes à puits d'Érythrée. Or, ces sépultures ne remontent pas avant le début du 7e siècle et sont donc plus récents que la tombe Artiaco 104. En conséquence, on peut en déduire que la tombe Artiaco 104 est celle d'un personnage indigène de haut rang qui jouait un rôle important dans les échanges d'objets, d'idées et de coutumes avec les Étrusques, les Grecs et les Levantins. Si l'on avait intérêt ici un des premiers Grecs qui débarquèrent pour fonder Cume, il faudrait alors expliquer pourquoi, dans les décennies qui suivent, le rituel d'enterrement des riches et complexes qu'il était devint beaucoup plus simple et austère. Si l'interprétation que je viens de proposer reflète la réalité antique, il faut en tirer des conséquences qui intéressent à la fois le contexte proche et celle lointaine. L'enterrement si prodigue d'un personnage indigène suppose qu'il jouissait, durant son existence, d'une position dominante dans sa communauté. Cette position obligeait les Étrusques de Capoue, les Grecs de Pittacus et les Levantins à s'assurer de sa bienveillance afin d'obtenir la possibilité de commercer dans les conditions les plus favorables. N'oublions pas en effet que l'agglomération grecque de Pittacus existait alors depuis quelques dizaines d'années
et que par conséquent un flux continu d'échanges s'était établi entre l'île et le continent, comme je l'ai mentionné précédemment. Dans ces systèmes d'échange, nous pouvons inclure les activités d'un petit groupe de résidents grecs qui devaient être implantés au pied de la roche d'écume, dans une sorte de port franc, que nous pourrions appeler Emporion, si ce nom n'était utilisé que pour les situations chronologiquement plus récentes. Il est probable que ce sont ces résidents qui ont construit et occupé les bâtiments mis au jour par les fouilles récentes. Je rappelle que ce groupe de maisons est situé dans un endroit mal défendu, mais très favorable aux échanges, car est situé entre une zone de mouillage au nord et le groupe d'habitations indigènes sur la roche de Koum, qui est peut-être le plus important des villages de la zone. En suivant le fil de l'hypothèse ici proposée, on aboutit à la conséquence logique que la ville fondée par les Chalcidiens et les Koumains a été précédée par une phase au cours de laquelle la présence des Grecs ne s'exerçait pas dans le cadre institutionnel d'une polis, la ville politique grecque, mais dans celui, dans le cadre non autonome d'une autorisation accordée par la bienveillance intéressée du chef de la communauté indigène qui contrôlait le territoire de cette région. C'est seulement à la mort du dernier chef indigène, enterré dans la tombe Artiakos en 4, que prend place la poikia d'Hippoclès et de Mégasthène avec la fondation de la nouvelle cité. Fondation qui, à en croire l'oracle rapporté par Phlégon de Tralles, a été réalisée par la violence. Contre qui cette violence était-elle dirigée? Ce n'est pas dit, mais c'est certainement contre les indigènes qui habitaient la région, mais peut-être aussi contre les Étrusques de Capu, privés de l'utilisation du port de Koum après la fondation de la cité grecque. En fait, la rivalité entre les deux villes, Koum et Capu, a continué jusqu'à leur inclusion commune dans la domination généralisée des Campaniennes au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ. Une autre conséquence concerne l'établissement de la chronologie absolue des fondations grecques de l'Italie méridionale et de Sicile. Si la tombe Artiaco 104 marque la fin du contrôle indigène suivi de la fondation de la polis grecque de Koum et Nopicie, ces événements ont eu lieu au cours des 2 dernières décennies du 8e siècle. Koum n'est pas, par conséquent, la plus ancienne des villes grecques de l'Italie méridionale et de Sicile, car elle fut précédée par Pittacus. Et si nous devons donner quel crédit aux datations traditionnelles, elle serait même plus récente que Syracuse et Naxos. La fondation de Zancle c'est la Messina d'aujourd'hui en Sicile, est toujours postérieure à celle de Koum. Thucydide, en effet, rapporte qu'avant la fondation de la cité de Zancle par Périère et Cratemène, Zancle était occupée par des pirates venus de Koum et Nopicie. Nous pouvons supposer qu'il s'y était établi dans le but à la fois de contrôler le transit dans les détroits de Messine et à la fois de contrecarrer la piraterie étrusque et probablement sarde dans la mer Tyrrhénienne. Mais ces pirates, dont la présence suppose explicitement la fondation institutionnelle de Koum, puisqu'ils sont les émanations en vue d'une tâche d'intérêt commun, n'avaient pas fondé des cités en ce sens qu'ils n'avaient pas procédé à la division des terres agricoles. Celle-ci, la division des terres agricoles, est explicitement mentionnée par Thucydide seulement après l'arrivée de la Poikia dirigée par Périère et Cratemène. La fondation des Ancles n'est pas replacée par Thucydide parmi les autres fondations des cités en Sicile, dont il est possible de reconstituer la chronologie relative. La fixation de sa date en chronologie absolue
a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche, parmi lesquels il faut rappeler au moins ceux de Georges Vallée et François Villard, pour la contribution qu'ils ont apportée au sujet en explorant la cité grecque de Megara Iblea sur la côte sud-orientale de la Sicile. C'est de cette ville et des autres fondations coloniales dont nous discuterons dans notre prochaine conférence.